Chemin de traverse avec Ronan Festock. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de traverse, ici à Vannes avec Xavier Dubois. Xavier Dubois, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, vous êtes né en 1971, vous avez enseigné dans diverses universités, dont l'Université de Bretagne Sud, l'UBS, ainsi qu'à Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous êtes marié et vous êtes père de 2 enfants. Pendant 2 ans, vous avez parcouru les archives françaises, américaines et allemandes, et en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, vous vous êtes focalisé sur la presqu'île de Quiberon. Vous en avez tiré un livre dont le titre est « La Seconde Guerre mondiale à Belle-Île-en-Mer et Quiberon », paru en juin 2023, dans votre maison d'édition, les éditions du Menhir. Un livre passionnant avec des pépites, bourré d'anecdotes et des photos originales, souvent privées d'ailleurs, qui plongent le lecteur dans vraiment une ambiance surréaliste pour nous, hommes du XXIe siècle. Xavier Dubois, pourquoi justement avoir choisi cette période qui s'étale de 1939 à 1947 et cette zone géographique vraiment très localisée, donc on l'a dit, la presqu'île de Quiberon, est-ce qu'il s'est passé vraiment des choses marquantes là-bas ? Alors pourquoi la période de 39 à 47 ? Parce que je voulais avoir une vision globale de la guerre, c'est-à-dire du contexte du début. En 39, où étaient localisées les troupes françaises, quels étaient les systèmes de défense qui avaient été prévus, quelle était un petit peu l'ambiance générale, comment les gens appréhendaient un petit peu l'arrivée de la guerre. Il faut savoir par exemple qu'il y avait des réfugiés espagnols déjà, donc qui donnaient un petit peu la tonalité des choses et qui permettait à certaines personnes de s'imaginer ce qu'allait être le conflit. Et pourquoi avoir poursuivi jusqu'en 1947 ? Parce que même si la guerre s'arrête au 10 mai 1945, en tout cas à Quiberon et à Belle-Île, c'était intéressant d'étudier la suite, même si la guerre s'arrête le 10 mai 45, il y a quand même après toute la reconstruction qu'il faut effectuer. On ne vit pas du tout normalement après le 10 mai 45, on a encore faim, on a encore des difficultés à s'approvisionner, il y a encore les prisonniers français qui doivent revenir d'Allemagne, il faut s'occuper des prisonniers allemands, il faut déminer, il faut reconstruire, enfin bref, tout un tas de choses qui me semblaient importants à explorer. Et pourquoi cette zone géographique très localisée ? Parce qu'en fait je voulais justement quelque chose d'assez restreint pour étudier le maximum de sources possibles et donc être le plus complet possible. Alors, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements marquants ? L'événement le plus marquant dans le coin, c'est bien sûr la constitution de la poche de Lorient-Quiberon-Belle-Île, qui après scindra en deux parties, qui a été libérée que le 10 mai 45, donc on le rappelle quand même 2 jours après la date de reddition officielle des Allemands. Il y a aussi quelques combats qui sont intéressants, comme le raid de Ouette, par exemple, qui a vu s'affronter les Français, les Américains et les Allemands, l'exécution des résistants à Penthièvre, etc. Il y a quand même quelques événements qui sont vraiment très intéressants à exploiter. Xavier Dubois, outre les archives officielles, vous avez eu accès à des documents inédits et intimes, notamment ceux d'un fils d'un des soldats américains de l'époque. Comment avez-vous fait concrètement ? Alors c'est vrai que comme je vous disais, j'ai essayé d'exploiter le maximum de sources, donc les archives municipales, les archives régionales, les archives nationales, les archives locales comme les archives municipales qui sont intéressantes, quelques archives privées, les archives étrangères bien sûr, les archives américaines, les archives allemandes. Et concernant ce soldat, en fait, c'est en exploitant les archives américaines que j'ai eu la chance de faire connaissance donc du fils d'un soldat américain qui était stationné, alors d'abord à Carnac et puis ensuite à Plournel, c'est-à-dire sur la ligne de front entre la poche et les positions américaines. Et donc nous avons sympathisé et il m'a envoyé en fait son témoignage et surtout un album de photographies que son père avait effectué sur place qui est vraiment intéressante. Lui-même, ce fils de soldat vivait aux États-Unis. Lui-même vit aux États-Unis, tout à fait, oui.
Et le soldat en lui-même est décédé il y a quelques années. Malheureusement, j'ai pas pu avoir son témoignage direct. Est-ce que vous avez eu des témoignages directs d'autres témoignages? Alors, j'ai eu effectivement, j'ai cherché bien entendu à rencontrer des personnes qui avaient connu cette période. Malheureusement, on arrive à la guerre. Maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez lointain. Les personnes qui ont vraiment participé activement à la guerre sont relativement âgées maintenant. Et c'est vrai que j'ai pu recueillir le témoignage de seulement 2 personnes qui étaient centenaires et qui sont malheureusement décédés entre le début d'écriture de l'ouvrage et sa parution. Xavier Dubois, nous allons nous concentrer dans cette première partie de l'émission sur l'occupation. Alors la défaite française, tout le monde le sait, c'est juin 1940, à la surprise générale du peuple français qui n'y croit pas. Pourtant, écrivez-vous, la saison touristique en 1940 à Quiberon et puis dans la presqu'île, tout se passe très bien, personne ne se doute de rien. C'est vrai que la saison bat son plein, on se baigne, on va à la plage. Les professionnels sont relativement contents parce que déjà il y a eu des campagnes de publicité qui ont été faites par le département du Morbihan, comme les autres années, sans aucune différence. Et puis les habitués des plages sont au rendez-vous. Et puis il y a aussi les permissionnaires. Il y a des troupes françaises, des troupes anglaises, des troupes polonaises qui sont là, et les soldats qui sont en permission viennent à la plage comme les autres. Donc finalement, les professionnels sont assez contents. Et même après le début de l'invasion, la saison se passe assez bien pour les professionnels, parce que si les soldats, eux, s'en vont, les réfugiés arrivent. Et ces réfugiés qui malheureusement ne sont pas là de leur plein gré, il faut bien qu'ils se logent. Et bien malheureusement, certains professionnels vont en profiter, vont augmenter leur prix de manière totalement exagérée, mais comme ces gens n'ont pas le choix, ils remplissent les hôtels de la région. On est en 1941 à peu près. On est en juin 1940. On est vraiment en pleine débâcle. Et donc, quand les Allemands commencent à s'installer après, toujours en cette saison de 1940, les vrais réfugiés vont repartir assez vite. Et par contre, on va assister à un phénomène assez étonnant, c'est que les réfugiés de la région parisienne, qui pourtant étaient quand même relativement protégés parce que Paris avait été déclarée ville ouverte, eh bien ces réfugiés de la région parisienne, eux, vont rester. Et non seulement ils vont rester, mais ils vont profiter de la situation en profitant des allocations qui sont allouées par le département et la région aux réfugiés pour se payer des vacances, en fait, tout simplement. Et certains vont rester comme ça jusqu'à fin juillet, voire août, aux frais de la princesse, en profitant sans vergogne de la situation. Alors, la préfecture du Morbihan est un petit peu agacée par cette situation et va finir par couper ses allocations pour inciter quand même les gens à repartir. Là, on a fin juillet, début août 1940. Et puis en août, la saison va continuer aussi parce que là, c'est les Allemands qu'on profite. Finalement, ils ont gagné, les Allemands sont relativement tranquilles, et donc ils en profitent, ils vont à la plage, ils vont à l'hôtel, ils vont au restaurant, et d'ailleurs, il y a même un guide touristique qui est édité à leur intention dès juillet 1940 en allemand pour qu'ils puissent visiter un petit peu les coins sympas de la région. Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est le retour des estivants en 1941, malgré l'interdiction allemande. Et en fait, il y a des touristes, notamment, on ne devrait pas le dire, mais ceux de la région parisienne, qui reviennent. Alors, malgré l'interdiction allemande, malgré les arrêtés municipaux, et alors les Allemands ne réussissent pas à les faire partir. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Encore aujourd'hui, on les salue, là, nos amis touristes parisiens. Alors, les Allemands demandent aux autorités municipales de se charger du problème. Donc, les autorités municipales édictent des arrêtés.
malheureusement, ils n'ont pas de pouvoir, donc les touristes s'en moquent et restent. Mais alors, ce qui pose souci, au-delà de leur présence, qui finalement n'est pas très, très grave, ce qui pose souci, c'est que en 1941, on a déjà des gros problèmes d'approvisionnement. Et malheureusement, ces touristes qui ont un fort pouvoir d'achat ont tendance un petit peu à concentrer les achats au détriment de la population locale. Et ça pose souci. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'en 1942, alors que le conflit là, commence à devenir vraiment plus dur, plus noir, vous avez encore des touristes qui reviennent. Alors certes en moins grand nombre, et ce malgré l'instauration de la zone interdite côtière. Et là, les Allemands vont vraiment taper du poing sur la table, vont commencer à mettre des affiches dans les gares, dans les stations, les stations maritimes, et là vont instaurer des peines d'emprisonnement. Et bon, là, ce sera vraiment la fin du tourisme sur la côte. Xavier Dubois, quand est-ce que les communes de la presqu'île voient justement affluer les premiers soldats allemands ? Vous dites d'ailleurs que c'est un vrai choc psychologique. Oui, alors l'invasion, elle est d'abord aérienne avant d'être terrestre. Ce qui va frapper d'abord les gens, ce sont les premiers bombardements, les premières attaques aériennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de convois maritimes qui sont stationnés en baie de Quiberon, qui viennent notamment de Saint-Nazaire, lorsque les Allemands attaquent vraiment en mai 40. Ces convois maritimes évacuent les Alliés, notamment les Polonais, les Anglais qui étaient postés dans la région. Et ces convois vont être victimes des attaques allemandes, ce qui va un petit peu choquer les habitants, et on les comprend. Et d'ailleurs, ça fera quand même beaucoup de victimes. Il faut penser par exemple au Lancastria, un bateau anglais qui évacuait les soldats alliés, qui a été coulé, qui a fait plus de 5000 morts. 5000 morts, c'est plus que le Titanic, il faut en être conscient. Et on n'en a pas beaucoup parlé, justement. Alors, on n'en a pas parlé parce que c'est une question de propagande. Les Allemands n'en ont pas parlé après, parce que c'était pas très, très glorieux. Et les Français ne voulaient pas en parler pour ne pas miner le moral d'une population qui était déjà bien bas. Alors, en ce qui concerne l'invasion terrestre elle-même, elle s'effectue au fur et à mesure de la descente des Allemands vers le sud de la France, après la signature de l'armistice. Elle est assez rapide. Et les Allemands vont d'abord occuper les points stratégiques, Lorient, d'abord, bien sûr, qui est vraiment leur objectif dans la région, et Belle-Île le 21 juin 40, et puis Quiberon le 22, date d'ailleurs à laquelle les derniers éléments français qui étaient restés au fort de Penthièvre se rendent, et puis après ils vont se rendre dans les petites îles, mais là dans les petites îles, comme moi tu dis, que l'occupation, elle, ne sera pas permanente. Xavier Dubois, donc on l'a dit un petit peu avant la pause, il y a bien sûr la grande île, Belle-Île, l'île en mer, et puis les petites, Watt et Dick. Et pourtant, l'intérêt pour l'ennemi, c'est bien la première. Qu'est-ce qu'elle possède de plus que les deux petites autres ? Belle-Île de tout temps représentait un élément stratégique important par sa situation géographique. Et dans le cas présent, les Allemands se sont très vite rendus compte que non seulement elle pouvait protéger les accès au littoral du Sud-Bretagne, interdire les approches par la mer, mais surtout, elle peut protéger les abords de l'Orient, et c'est ça qui les intéresse. Les Allemands avaient décidé d'implanter une base sous-marine à l'Orient dès les plans d'invasion, et donc Belle-Île est en mesure de protéger cette base, et en plus elle est en mesure de protéger le départ des sous-marins allemands, donc ça les intéresse. Et elle présente aussi deux autres avantages. D'une part, elle est déjà fortifiée depuis longtemps par les Français, et donc les Allemands vont pas s'embêter, ils vont tout simplement reprendre les points fortifiés français, les rééquiper, les moderniser. Et puis en plus, elle est suffisamment grande. Et donc, elle peut être autosuffisante en matière d'eau, elle peut être autosuffisante en matière de produits agricoles. Et d'ailleurs, ça va représenter un atout en cas de siège. Et on verra que ça sera le cas en 1945.
Xavier Dubois, très vite, les Allemands donc, vont fortifier la côte, hein, c'est ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Et pour les bâtir, eh bien, les Allemands vont se livrer à des réquisitions, bien sûr, mais encore pire. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que les Allemands, en fait, ont en quelque sorte été surpris par leur propre victoire, par la rapidité de cette victoire. Et donc, ils s'empressent de fortifier leur position au cas où, parce que l'Angleterre est encore en guerre, et on n'est pas quand même à l'abri d'un retour de bâton, même si la situation paraît quand même bien figée. Et donc, ils vont commencer par fortifier l'Orient, mais très très rapidement. L'amiral Dönitz s'y rend dès le 23 juin, c'est-à-dire à peine 2 jours après l'occupation des lieux. Et ils vont commencer par construire la base sous-marine de l'Orient, qui d'ailleurs, on le rappelle, va monopoliser quand même un quart de tout le béton français, qui est produit entre 41 et 44, ce qui est quand même assez impressionnant. Et par la suite, à partir de fin 40, et surtout à partir de 1941, eh ben, ils vont se mettre à fortifier le reste de la côte, à construire le mur de l'Atlantique, alors à Belle-Île, mais aussi à Quiberon. Et donc ils vont commencer par réoccuper les fortifications qui sont déjà en place, mais surtout ils vont y ajouter beaucoup des structures plus importantes qu'on connaît encore aujourd'hui, les bunkers, les Tobruk, les souterrains pour relier ces différentes fortifications, des mitrailleuses, des barbelés, des mines, des obstacles de plages anti-débarquement, etc. Il y a des photos dans votre livre d'ailleurs. Alors, il y a quelques photographies, et c'est en raison de ces fortifications d'ailleurs que les Allemands ne vont pas parvenir à conquérir ces poches de l'Orient et de Quiberon-Belle-Île après le débarquement. Et par exemple, la page 86 de votre livre, donc Xavier Dubois, la Seconde Guerre mondiale à Belle-Île-en-Mer et Quiberon, la tour du pointage du Bégot. Oui, exemple, alors le Bégot, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est quand même un gigantesque complexe fortifié qui est situé en baie de Quiberon, à Penthièvre, pas loin de Ploërnel. Et c'est là où les Allemands vont installer la plus puissante batterie d'Europe, qui constituée notamment de canons de 340 mm, des canons d'ailleurs qu'ils ont pris aux Français, des canons de marine. Et c'est un ensemble qui est vraiment impressionnant. Alors le fort de Penthièvre, on peut le voir, mais la tour de pointage du Bégot, non? Alors si, bien sûr, on peut encore voir la tour de pointage du Bégot. C'est d'ailleurs le point culminant du site. Et d'ailleurs, on peut visiter maintenant le Bégot. Il y a des visites qui sont organisées qui sont vraiment très intéressantes. Alors donc, il va falloir aussi se débrouiller, parce que vous ne l'avez pas dit, mais les Allemands, en dehors des matériaux de construction, évidemment, se livrent à des pillages, des réquisitions aussi des vivres. Ah oui, parce que pour construire tout ça, eh ben, il faut des matériaux, il faut de la main-d'œuvre. Et c'est l'organisation TOT qui est chargée de la construction. Alors pour rappel, l'organisation TOT, c'est quand même elle qui va s'illustrer de manière assez sinistre en exploitant aussi les prisonniers des camps de concentration. Et TOT va réquisitionner tout ce qui lui est nécessaire. Donc, bien sûr, les matériaux, le gravier, le sable, le béton, les véhicules, les machines, tout ce qu'il lui faut. Mais va avoir besoin d'hommes aussi. Alors, il faut cependant être un petit peu nuancé. Bien sûr, vous avez des hommes qui sont réquisitionnés de force, notamment des prisonniers. Mais il y a aussi beaucoup d'habitants locaux qui travaillent sur ces chantiers de manière totalement volontaire. Et pourquoi ? Parce que le travail manque. On est dans une période difficile, et parce que les Allemands payent bien aussi. Et de la même manière, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui vont également travailler au service des Allemands, et qui vont retirer des bénéfices quand même relativement conséquents. Alors Xavier Dubois, ça ne suffit pas pour construire le mur de l'Atlantique. Il y a aussi le service du travail obligatoire, le STO, pour les chantiers allemands. Et là, est-ce que les préfets qui sont en charge par l'autorité ennemie de mobiliser des jeunes, est-ce qu'ils obéissent toujours aux ordres de l'occupant ? Alors le STO, on le rappelle un petit peu plus tard, c'est à la fin de l'hiver 1943, et le STO c'est surtout fait en fait pour aller travailler en Allemagne, c'est pas vraiment pour les chantiers qui sont en France. Alors est-ce que les préfets obéissent forcément ? Oui, parce qu'ils n'ont guère le choix que d'obéir, en tout cas de manière officielle.
Par contre, parallèlement à ça, vous avez certains membres des autorités locales qui, eux, font leur possible, au contraire, pour protéger les jeunes Français, pour les empêcher de partir. Vous avez par exemple le secrétaire de mairie de Quiberon, par exemple, qui leur fabrique des faux papiers et qui sera malheureusement arrêté en 1944, qui sera déporté et qui mourra en déportation. Vous avez le recteur de la petite île de Édic, qui fait sur place office d'autorité morale, qui lui va avoir l'imagination, il va créer en fait un faux atelier de fabrication de la soude qui est à la base par exemple du savon, pour que les jeunes puissent y travailler et échapper ainsi au STO. Mais ceux qui font le plus, en dehors des résistants bien sûr, ce sont les gendarmes. Les gendarmes dont énormément sont en relation avec la résistance et qui vont prévenir les familles ou qui vont, pour certains, permettre à des jeunes de s'évader. Et d'ailleurs, certains des gendarmes vont le payer de leur vie également. En tout cas, le STO, le service du travail obligatoire, sera un élan supplémentaire pour la résistance. Oui, quelque part, c'est un mauvais calcul pour les Allemands, parce que ça va dresser une partie de la population, qui était jusqu'ici quand même relativement attentiste, contre eux. Les parents n'ont pas envie de voir leurs enfants partir en Allemagne, les jeunes n'ont pas envie non plus de partir en Allemagne, et donc ça va pousser des centaines de jeunes à rejoindre les maquis qui sont situés surtout en centre-Bretagne, parce que sur la côte, il y a trop d'Allemands pour pouvoir organiser une certaine résistance. Et accessoirement, vu que ces résistants vont être de plus en plus nombreux, avec ces nouveaux maquisards qui cherchent à échapper au STO, eh ben, ça va pousser la résistance à mieux s'organiser, et donc à être plus efficace, et donc à contrer un petit peu plus les Allemands. Vous écrivez dans votre livre, donc Xavier Dubois, votre livre c'est La Seconde Guerre mondiale à Belle-Île et à Quiberon, page 111. Comme partout sur le territoire national, les habitants confrontés aux occupants vont devoir choisir l'attitude qu'ils vont adopter. Rester prudemment attentistes et composer au mieux, dans la grande majorité des cas, résister à l'ennemi ou collaborer avec lui. Alors, est-ce que les fraternisations réelles ont bien lieu à l'époque Alors, pour être honnête, comme vous venez de le dire, la plupart des habitants ne vont ni collaborer ni résister. Ils vont rester attentistes, ils vont regarder de quel côté la balance penche, et ça sera vraiment à la fin de la guerre qu'ils vont prendre position. Mais certains, effectivement, vont fraterniser. Alors, au début, d'ailleurs, les Allemands ont la réputation d'être relativement corrects. Donc, il y a des bonnes relations entre les occupants, les habitants, on se parle, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas vraiment parler de fraternisation. Par contre, certains, qui sont quand même, il faut signaler, assez rares, vont quand même passer la barrière et vont se mettre véritablement à collaborer, c'est-à-dire à passer au service de l'ennemi, et vont effectivement leur fournir des renseignements, vont dénoncer des résistants ou bien vont profiter de la situation pour s'enrichir. Oui, aussi, il y a une photo, donc page 112 de votre livre, avec des soldats allemands et puis des touristes, en tout cas des estivants en maillot de bain. Oui, alors c'est vraiment le début de la guerre. C'est vrai que cette photographie, elle est marquante parce qu'on voit des soldats allemands avec notamment des femmes françaises sur la plage à Quiberon. Mais je vous dis, au début, c'est vrai que les Allemands ont reçu pour consigne d'être relativement corrects. Donc les gens sont assez surpris, ils ont dans la tête encore les affres de la guerre de 14-18. Et donc finalement, on se dit, ces Allemands, ils sont pas si terribles que ça. Et puis ça va vraiment être au fur et à mesure de leur installation, des exactions qui vont être commises, que la population va s'éloigner de ces soldats, et qu'il va vraiment y avoir une... Xavier Dubois, c'est bientôt l'heure de terminer cette émission. La dernière question, on a parlé de collaboration. De quoi s'agit-il? Vous écrivez collaboration économique, on voit bien de quoi il s'agit, et collaboration horizontale. Alors effectivement, il y a plusieurs sortes de collaboration. Alors la collaboration économique, c'est finalement la plus répandue. C'est-à-dire que vous avez des paysans, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants qui vont profiter de la situation. Par exemple en favorisant les Allemands par rapport aux Français, en spoliant certains de leurs concurrents, ou bien en mettant leur entreprise au service des Allemands.
La collaboration horizontale, elle, c'est un petit peu plus nuancé. Alors vous avez effectivement des femmes, alors je dis essentiellement des femmes parce que les occupants sont essentiellement des hommes forcément, qui vont réellement tomber amoureuses d'Allemands et qui seront qualifiées de collaboratrices à la libération alors que finalement elles n'ont pas profité de la situation. A contrario, vous avez une vraie collaboration horizontale, vous avez certaines femmes qui utilisent leur charme pour bénéficier davantage, qui vont s'amuser, qui vont s'enrichir, qui vont même participer au pillage de la fin de la guerre, et qui, elles, peuvent être véritablement qualifiées de traîtres. Et d'ailleurs, beaucoup seront tendus et emprisonnés à la libération. Eh bien, nous en parlerons lors des prochaines émissions. Merci beaucoup, Xavier Duvois, pour cette première partie de cette émission autour de votre livre « La Seconde Guerre mondiale, à Belle-Île et Quiberon », paru en juin 2023 aux éditions du Menhir. Merci également à Grégoire Joanne à la technique et aux autres radios bretonnes. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Merci à vous.